lecture, bonjour, heureux de vous retrouver. Donc aujourd'hui, eh bien, non pas que je commence le vlog, mais je me lance dans cette nouvelle formule et je vais m'efforcer désormais de tenir un vlog lecture au fur et à mesure de mes lectures et de mes présentations. Alors, aujourd'hui, donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà annoncé il y a quelques jours, mais donc je vais vous parler en fait d'un manga que j'ai terminé et dont j'avais déjà parlé pour les premiers tomes il y a quelques temps. Alors je vais essayer aussi désormais de mettre comment on appelle ça, des écrans de fin pour mettre des liens, pour vous diriger si ça vous intéresse sur des autres vidéos où il est question de choses dont je parle. Ici, par exemple, donc je vais vous parler de cette série complète désormais terminée de 3 mangas qui s'intitule Léviathan. J'avais présenté les 2 premiers volumes. Donc, je pense qu'il doit y avoir à peu près une semaine. Donc, j'avais présenté les 2 premiers volumes de la série et je vous avais annoncé que un 3e volume sortirait le 1er juin. Donc, il y a 2 jours puisque nous sommes le 3 juin. Bien, je me suis procuré ce 3e volume dont je vais vous parler, mais évidemment je ne pourrais pas vous en dire trop de choses puisque c'est le dernier et que vous dire trop de choses sur le dernier, ça serait déflorer ce qu'il y a avant et ça ne s'y prête pas du tout. Alors voici le 3e Léviathan. Donc c'est le dernier, donc nous allons enfin connaître tous les tenants et aboutissants de cette histoire. Alors je rappelle que le principe de départ, il s'agit donc d'un thriller de science-fiction et nous avons donc, il y a un vaisseau qui s'appelle le Léviathan qui a disparu voilà des années et un vaisseau de pilleurs. Alors l'auteur lui-même dit j'ai voulu reproduire un peu l'idée des pilleurs de tombes. Donc des pilleurs d'épaves vont trouver le Léviathan, y pénétrer et à l'intérieur ils trouvent un journal et on découvre que donc c'est écrit par un adolescent et que donc c'est un voyage scolaire qui a mal tourné et nous en étions là. Alors dans les 2 tomes précédents. Dans ce 3e tome, voilà. Dans ce 3e tome, donc, je vais vous rappeler ce qui a déjà été mis en place pour les 2 précédents. Donc nous commençons, donc c'est une suite immédiate, et nous commençons directement donc par, alors je vous montre cette voilà cette première page, donc par le chapitre 11. Donc pour terminer, je crois qu'il y a encore donc 5 chapitres, donc ça se termine au chapitre 15. Donc il y a 5 chapitres et nous commençons par une petite introduction tout en couleur. Alors vous voyez encore une fois hein, les dessins sont, il me semble, plutôt remarquables, voire magnifiques. Donc nous commençons par une introduction en couleur et nous retrouvons donc les pilleurs d'épaves, les pilleurs de tombes, qui sont donc à l'intérieur du vaisseau Léviathan et qui en fait vont chercher quelque chose de précis et vont faire un certain nombre de découvertes. Et en parallèle va se poursuivre la lecture du journal intime de l'un des élèves. Et je crois qu'il s'appelle Kazuma.
Alors, je vous disais, je ne peux pas trop en dire sur ce troisième volume. Toutefois, sachez que, eh bien, on n'est pas loin de là au bout de nos surprises, puisque un certain nombre de choses vont nous être révélées au cours de ce troisième et dernier tome, et non des moindres. Mais je vous laisse les découvrir si vous souhaitez lire cette série. Alors, entre nous, franchement, c'est extrêmement bon. En plus, donc, c'est édité chez Kiun. Chaque volume, je crois que c'est 9,95, donc c'est pas trop cher. Et vraiment, ça se lit d'une traite. Les 3 volumes, on peut les enchaîner sans problème. C'est assez addictif, c'est très bien écrit, c'est très bien dessiné. Et je vais vous montrer également quelques planches et pas aller beaucoup plus loin, si ce n'est que vous signaler que à la fin de ce troisième volume, donc il y a des bonus. Et dans ces bonus, ces bonus sont faits d'une interview de l'auteur Shiro Kuroi et qui nous explique un peu comment est née cette idée, comment il l'a développée, ce qu'il a voulu faire. Et il nous rappelle aussi que c'est sa première série, ce n'est pas son premier manga, c'est un mangaka qui dessine depuis un certain nombre d'années, mais c'est la première fois qu'il se lance dans une série manga. Auparavant, il dessinait plutôt en couleur, des bandes dessinées. Et le manga, bon, là, je vous apprends rien, je pense. Tout le monde sait que c'est plutôt du noir et blanc. Alors, je vous montre quelques dessins, juste pour vous rappeler à quel point c'est quand même un grand dessinateur qui va s'attacher aux moindres détails, etc. Donc, j'ai sélectionné quelques planches. Alors, normalement, j'ai mis encore une fois tout ça dans un bon ordre. Voilà. Donc, première planche. Donc, regardez, hein, c'est vraiment très très beau. Hein. C'est vraiment très bien dessiné. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, un exemple. Donc, une planche sur une page. Et je vous laisse admirer la finesse du dessin. Alors j'en ai sélectionné quelques autres que je vais vous montrer. Oui, celle-là elle est intéressante. Voilà, donc encore une planche, regardez-moi ce dessin. Et il y a quelque chose à préciser sur ce dessin qu'on apprend justement dans les bonus, dans l'interview de Shiro Kuroi. Il nous apprend, alors je vais essayer de vous retrouver la page parce que je l'ai noté, je crois que si c'est bon, ça doit, voilà, c'est bon. Donc dans l'interview, que je ne vous lis pas, vous lirez si vous le voulez, donc on retrouve la même planche. Et en fait, l'auteur nous explique que eh bien, c'est celle qu'il a préférée, c'est celle-là qu'il a préféré dessiner. Bon, je vais vous laisser découvrir pour quelle raison, parce que évidemment il y a une raison, et donc il va la dévoiler. Alors peut-être que vous pourrez, oui, ben en fait, si vous avez fait un arrêt sur image et lu, vous la connaissez. Donc je vais vous la lire du coup. Donc alors c'est ici. Quelle scène vous a le plus marqué? C'est bien celle-là. Oui. J'ai beaucoup aimé dessiner la page où Kazuma, donc Kazuma qui est ici, hein, Kazuma, donc dans le chapitre 13, c'est le chapitre 13, eh bien, est poursuivi par une Futaba,
je vous laisserai découvrir qui c'est, Futaba. Et donc, et il dit qu'il s'est inspiré du manga Akira, alors qui est une énorme référence, hein, tout le monde connaît, puisque c'est Otomo, hein, c'est Otomo qui a écrit Akira et qui a également adapté en film, en animé Akira dans les années. Alors je crois que le film est sorti à la fin des années 80 ou au tout début des années 90. Je l'avais vu au cinéma, mais ça remonte à longtemps. Je ne me souviens plus de quelle année exactement, mais c'était à cette époque-là. Le manga, quand on parlait de manga animé, on vous regardait avec des yeux tout ronds, mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il raconte? En plus, c'était assez mal considéré, en tout cas ici, et surtout Akira avec ses scènes apocalyptiques et tout. Bon, enfin bref. Donc lui, on est bien loin maintenant, on n'est plus du tout dans ça, heureusement. Lui, donc Shiro Kiroi, nous explique, donc je vous ai remis la page elle-même, donc nous explique en fait qu'il a voulu, donc il a voulu reproduire, enfin il s'est inspiré de Akira pour cette planche, et dans Akira, évidemment, la monstruosité par la taille, les personnages qui prennent des tailles surdimensionnées en raison de... Enfin, ça résonne par rapport à la puissance qu'ils ont. Donc, eh bien, ici, on a la même idée. Alors, simplement, eh bien, et là, vous découvrirez par vous-même en lisant, eh bien, ça n'a rien, ce n'est pas du tout le même processus que dans Akira. Je vous montre encore peut-être un dernier dessin, une dernière planche que j'ai sélectionné, mais je m'arrêterai là. Alors, laquelle je n'ai pas montré? Celle-là, je l'ai montrée. Donc, ça doit être... Ah oui, c'est ce. Non, celle-là, je l'ai montrée. Donc, c'est la toute fin. Voilà. La toute fin, la toute dernière page. Donc, où on a, je vous avais expliqué là aussi dans la vidéo consacrée au volume 1 et 2, je vous avais dit que c'était un voyage scolaire, un voyage spatial scolaire, qui finalement va mal tourner parce qu'il va y avoir un accident et qui va donc immobiliser le vaisseau et l'empêcher de rejoindre sa base. Et à la toute fin du manga, donc il y a ce qu'on appelle traditionnellement la photo de classe. Je vous la montre. Voilà, la photo de classe avec tous les enfants, tous les personnages, et les professeurs aussi, hein, je crois. Tous les personnages qui sont censés être dans ce vaisseau. Et c'est une classe de collège. Bon, eh bien, pour terminer avec ce manga, donc moi j'avais hâte de connaître le troisième volume, j'avais hâte de savoir combien il y aurait de volumes. Bon, en fait, ça s'arrête, il n'y en aura que 3, même si l'auteur, alors je vais peut-être vous lire, il y a une interview qui est intéressante, hein, qui est vraiment intéressante, et au tout début, comme dans les autres, hein, il y a un petit mot de l'auteur que je vais vous lire, là au tout début, qui nous dit que c'est la première, ce que je vous disais là tout à l'heure, c'est la première série que je publie de façon professionnelle et je suis vraiment heureux d'avoir pu la terminer. J'espère que vous l'avez appréciée malgré la présence de scènes violentes et immorales. Bon, nous en avons parlé déjà, mais hein, je ne mettrai quand même pas de trigger warning, même si je sais que, et je vous l'avais dit, hein, que ça peut pour certaines personnes être difficile à supporter parce que les personnages sont essentiellement les personnages qui sont actifs, ce sont essentiellement des enfants, des jeunes ados. Je termine ce qu'il dit. Donc malgré la présence de scènes violentes et immorales, je n'ai pas prévu de m'arrêter en si bon chemin
alors je compte sur vous pour mon prochain manga. Donc il projette d'en écrire d'autres, et je vous avoue que pour ma part, s'il en écrit d'autres de ce calibre, je suis preneur. Allez, on se retrouve tout de suite après. Amis de la lecture, bonjour. Donc nous sommes aujourd'hui le samedi 17 juin 2023. Alors ça faisait quelques temps que je n'avais pas repris en fait le vlog. Non pas, je ne vais pas chercher à me justifier, mais bon, voilà, je suis en pleine période d'organisation de ces nouveaux projets et lisant plusieurs choses en même temps. Donc je n'ai pas eu l'occasion en fait jusqu'à présent de retourner en vidéo. Alors je reprends la parole là parce que j'ai d'abord je vais vous parler d'un livre que j'ai terminé, mais d'abord je voudrais vous parler un petit peu du Frisson Festival, parce que maintenant ça avance, hein, je crois que ça va être très 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 bien, parce que maintenant donc le Frisson Festival a créé son site, donc, qui est en ligne. Je vous mettrai le lien en dessous. Donc je crois que c'est frisson-festival. Enfin bon, je vous mettrai le lien, ça sera mieux. Donc sur ce site, eh bien, il y a déjà pas mal d'informations, hein. Déjà où ça se passe, il y a les cartes, il y a aussi la liste de tous les invités, de tous les gens qui vont être présents. Et une nouvelle, mais que vous connaissez peut-être déjà, c'est que maintenant le Frisson Festival a aussi son parrain. Alors il avait déjà sa marraine, c'est Jody de la chaîne Les Livres de la Crypte, donc qui sera présente. Et maintenant son parrain, et ce n'est pas n'importe qui non plus, hein. Je vous avais déjà dit qu'il y avait en invité d'honneur Graham Masterton, et le parrain, donc, qui sera lui aussi présent, ce n'est ni plus ni moins que Patrick Sénécal. Donc voilà, on a déjà deux pointures, et quand on regarde aussi la liste des auteurs des auteurs et des autres choses qui vont se faire, parce qu'il n'y a pas que des auteurs qui viennent pour dédicacer, il y a plein de choses. Et je crois même qu'il y a des t-shirts, enfin, aussi qu'on peut déjà se procurer par le site. Enfin bref, j'ai à peine jeté un œil, mais je vais suivre ça de très près, puisque j'ai toujours le projet d'y aller, et j'ai même déjà réservé une chambre d'hôtel, parce que il est fort à parier qu'il y aura du monde. Ça se présente vraiment très très bien, et c'est très très prometteur. Donc Patrick Sénécal et Graham Masterton, et c'est confirmé, hein, c'est écrit sur le site, donc qui viendront dédicacer, ne dédicaceront pas plus de 3 livres par personne. Euh, oui, Graham Masterton, je ne sais pas combien il en a écrit, mais au moins une quarantaine. Donc si vous arrivez avec vos 40 Graham Masterton, eh bien ça risque d'être un peu long. Donc ça sera limité à 3. Même chose pour Patrick Sénécal, qui lui aussi est un auteur assez prolixe, hein. Donc j'espère pouvoir rencontrer vraiment ces deux auteurs qui sont le haut du panier de la littérature d'épouvante. Bon, enfin voilà, donc je vous mettrai le lien si vous ne le saviez pas déjà, mais bon, nous sommes entre connaisseurs, et beaucoup d'entre nous, je pense, savent déjà qu'il y aura un premier Frisson Festival en octobre.
Alors, cela étant dit, donc je ferme la parenthèse introductive et j'en viens aux lectures. Alors, j'ai terminé la Belgariade. Donc, je crois que la dernière fois, je vous avais dit que j'avais déjà lu les 4 premiers volumes, il m'en restait un à lire et donc je l'ai lu. C'est la fin de partie de L'Enchanteur. Donc, je l'ai lu et je vais un peu vous parler de cette saga de high fantasy très inspirée, donc je l'avais dit, de Tolkien, et je vous avais aussi dit que j'y voyais une grande différence, mais tant que, tant que je n'avais pas terminé, je ne voulais pas vous en parler. Aujourd'hui, je peux puisque j'ai terminé, et les points que j'avais relevés se sont confirmés. Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est que à la fin, à la toute fin, bon, je ne vais pas dévoiler l'histoire, je vous ai un peu parlé de ça, mais à la toute fin, donc on pourrait presque dire que, on pourrait ajouter une phrase en fait et dire qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Euh, oui, donc une formule qu'on trouve dans les contes. Et là encore, on est en lien direct avec Tolkien et le Seigneur des Anneaux, puisque lui-même, Tolkien, disait que le Seigneur des Anneaux était un conte de fées. Et cette idée donc est omniprésente, enfin pas omniprésente, mais très présente à la toute fin. Alors le dernier volume, donc contrairement au Seigneur des Anneaux, donc on va s'orienter vers quelque chose qui relève plus effectivement de la belle histoire. Donc ça se termine, je crois, par un mariage, tout va bien. Enfin bref, voilà, c'est une belle fin et qui était attendue en fait, qu'on voit venir. J'ai trouvé moi personnellement d'assez loin. À part ça, donc je répète, ça reste quand même une lecture très divertissante. Mais en termes de fantasy, euh, je trouve que ça va nettement moins loin que Tolkien avec le Seigneur des Anneaux. Alors pourquoi? Je vous explique. Donc ici on reste presque, enfin je ne dirais pas dans le conte enfantin, mais on reste dans cette dimension du conte jusqu'à la fin. Alors que dans le Seigneur des Anneaux, alors je vais peut-être faire un tout petit rappel. Donc le Seigneur des Anneaux qui est paru en 1954-55, en France, n'a pas évidemment tout de suite été, été publié, puisqu'il était même très critiqué en France, puisqu'on y voyait quelque chose d'assez réactionnaire, d'assez passéiste, et jusqu'aux années 60 en fait. Et à partir des années 60, en fait, le Seigneur des Anneaux est devenu une espèce de symbole de la contre-culture. Alors pourquoi? Parce que dans le Seigneur des Anneaux, et c'est assez prégnant, et c'est une interprétation qui a été souvent reprise et développée, et qui est elle-même le propre de Tolkien, c'est que donc Tolkien, alors j'ai pris quelques notes pour ne pas dire de bêtises. Donc Tolkien était en fait un défenseur, un ardent défenseur de la nature contre l'industrialisation. Et le Seigneur des Anneaux met en scène cette, donc, cette opposition, cette lutte entre deux mondes, le monde le monde de la nature, euh, de la vie rurale. En fait, les hobbits, c'est vraiment une sorte d'utopie de la vie rurale. Et au contraire, donc Sauron, donc le Seigneur des Ténèbres,
lui va être du côté donc opposé, c'est-à-dire l'industrialisation. Et c'est pourquoi bien le Seigneur des Anneaux a été aussi donc non seulement devenu un emblème de la contre-culture, mais aussi aujourd'hui on trouve beaucoup de références écologiques dans le Seigneur des Anneaux. Alors je ne vais pas développer parce que c'est pas le propos, mais quand même, par exemple, donc il y a deux magiciens dans le Seigneur des Anneaux. Il y a Gandalf qui est donc du côté des Hobbits, et il y a Saruman. Saruman qui était jadis un collègue de Gandalf, qui a été corrompu par Sauron, le seigneur des ténèbres, et qui va le servir. Et en particulier, par exemple, l'une de ses actions les plus caractéristiques, c'est de détruire les forêts pour fournir du bois aux forges qui se trouvent en Mordor, donc le Mordor étant le royaume où règne Sauron. Et avec, alors il y a le volcan, la montagne du destin, tout ça, mais bon, vous connaissez sans doute cette histoire. Et donc, cette opposition nature-industrialisation va devenir vraiment un moteur pour une lecture écologique de la fantaisie. Et il est vrai que si vous lisez un peu de fantaisie, vous constaterez très souvent que, eh bien, on a un rapport à la nature qui est beaucoup plus proche de l'écologie, donc de l'équilibre, que un monde industriel. Donc c'est vrai dans la high fantasy, c'est peut-être moins vrai dans la dark fantasy, où la nature est aussi présente, mais d'une autre manière. Et bon, je ne parlerai pas des autres sous-genres qui sont après apparus. Donc on a cette dimension quasiment, je dirais presque politique, entre donc la guerre que vont se livrer d'une part les forces du mal représentées par Sauron, qui symbolise l'industrialisation, et d'autre part l'utopie rurale que représentent donc Gandalf et les Hobbits. Alors tout cela n'est pas, je reviens à ma lecture elle-même, tout cela n'est pas, cette dimension-là n'est pas du tout apparente, évoquée, présente dans la Belgariade. La Belgariade se concentre essentiellement sur le parcours de quelques personnages, et ces personnages sont destinés à avoir en particulier un Garion, dont j'avais parlé, hein, Garion qui va devenir roi, et donc il va se marier, et ça va se terminer d'ailleurs par ce mariage de Garion, dont je vous parlais juste avant. Et voilà, ça va s'arrêter là, et tout cela se déroule dans cette ambiance nobiliaire, si je puis dire, dans cette ambiance avec les rois, les princes, les princesses, donc on est un peu oui, dans le rêve, dans le conte de fées là. On est vraiment, bon, il y a pas de, il n'y a aucune ambiguïté, et il n'y a pas du tout de propos sous-jacents critiques. Donc on est vraiment dans le récit, on raconte une histoire voilà, de quelqu'un qui est destiné à sauver la terre du mal et à devenir roi. Si vous avez du temps, parce qu'il y a quand même 5 volumes, mais vous pouvez très bien vous lancer dans cette lecture, elle est extrêmement agréable, et comme je le disais aussi dans le vlog précédent,
Donc si en plus vous connaissez Le Seigneur des Anneaux, c'est doublement agréable d'y retrouver plein de références et de voir comment elles ont été traitées par David Eddings. Alors, autre chose que je voulais dire, d'ailleurs, sur ce 5e volume, mais sur l'ensemble de l'œuvre de David Eddings, c'est que, alors je vais vous la lire, là, hein, si je la retrouve, je n'ai pas... Voilà, ça y est. Donc il y a une dédicace à Leigh Eddings, c'est-à-dire la femme, l'épouse de David Eddings. Alors il écrit à Leigh, enfin, mon épouse bien-aimée, dont la main et la pensée ont effleuré chacune de ces pages et qui fut à mes côtés pour leur genèse, comme pour tout ce que je fais. Oui, alors, ce n'est signé que David Eddings, mais dans l'œuvre de David Eddings, on verra apparaître aussi après le prénom de sa femme, Leigh. Donc les romans seront signés David et Leigh Eddings. Sa femme a été impliquée en fait dès le début, et en particulier dans l'écriture. Elle a surtout travaillé sur les personnages féminins pour que ce soit un peu plus cohérent, si on peut dire. Et voilà, elle a toujours, c'est elle qui écrit les personnages féminins, leurs répliques, etc. Et elle a commencé donc dès le début en fait, puisque ça, David Eddings a commencé par écrire La Belgariade. Il y a donc un autre cycle. Alors je vais essayer de le lire, qui s'appelle La Malorée. Alors le dernier volume, le dernier opus de cette saga se déroule dans ce territoire qui s'appelle La Malorée, qui est composé, donc qui est là aussi qui est un peu le royaume du mal, mais qui n'a rien à voir avec le Mordor. Hein. Mais c'est là que le dieu, alors à chaque fois j'oublie son nom, le dieu, je ne sais plus. Enfin, bref, que le dieu, j'aurais dû noter. Enfin bref. Donc c'est là que le dieu mauvais va installer son pouvoir. Et c'est là que vont se rendre tous les membres de cette, enfin, pas tous, mais un certain nombre des membres de cette compagnie pour combattre ce seigneur et évidemment le vaincre. Comme dans Le Seigneur des Anneaux, Sauron est vaincu. Voilà. Alors bon, je ne vous en dirai peut-être pas plus sur le roman, mais pour information, j'ajoute que en France, et je reviens au Seigneur des Anneaux, en France, donc on a beaucoup critiqué le Seigneur des Anneaux au début, en y voyant un récit réactionnaire, passéiste, et voire, il y en a même qui voyaient là-dedans du fascisme. C'est un peu une critique qu'on retrouve assez souvent sur la fantaisie, hein, une vision du monde qui serait de nature fascisante. Mais je ne commenterai pas, c'est à vous de juger. Mais en France, donc je reviens pour Le Seigneur des Anneaux, ce n'est que plus tard, alors je dirais pas que c'est un roman, dans le livre de Louis Pauwels et Jacques Bergier, donc Le Matin des magiciens, alors là aussi je vous le conseille, ce livre il est complètement délirant. Hein. Jacques Bergier est le premier en fait à parler du Seigneur des Anneaux. Et c'est lui qui va aller voir l'éditeur. Alors l'éditeur, j'ai noté si je retrouve. Oui, c'est Christian Bourgois. C'est lui qui va aller voir Christian Bourgois et lui
lui recommander de publier Le Seigneur des Anneaux. Ce que va faire donc l'éditeur, et on aura une première édition du Seigneur des Anneaux en 1972-73. Donc voilà, sur la recommandation de Jacques Bergier. Bon, je n'irai pas plus loin, j'espère que ça suffira. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pris plaisir à lire La Belgariade, et j'aimerais bien lire La Malorée. Alors je ne sais pas si je vais trouver le temps pour cela, si j'ai l'occasion, déjà je n'ai pas ce cycle, La Malorée, mais j'ai vu qu'il était à la médiathèque de la ville où j'habite. Donc s'il est disponible là pendant la période estivale, donc comme je sais que pendant la période estivale, il prête, enfin on peut emprunter des livres, mais pendant toute la période estivale, pendant 2 mois au lieu de 3 semaines. Donc dans ce cas-là, si la Malorée est toujours présente, si les 5 volumes sont toujours présents, je les emprunterai et j'essaierai de les lire quand je serai en vacances. Cela étant dit, donc je vous en parlerai peut-être plus tard, si je les ai lus. Cela étant dit, j'ai commencé une autre lecture qui n'est pas non plus de l'épouvante. Alors je ne vais pas vous parler des romans d'épouvante puisque, bon là je prépare, je vous l'avais dit, hein, je prépare un update FM donc, et un update SP. Donc l'update SP c'est sur un auteur, c'est sur Bruce Holo, et l'update FM c'est lecture épouvante, fantastique, horreur, thriller que je lis. Donc, mais celui que j'ai commencé à lire là, et qui se lit très très vite, je pense, c'est un livre de Joyce Sorman. Alors, Joyce Sorman, il s'intitule À la folie. Donc voilà le livre de Joyce Sorman, À la folie. Et je vais vous lire la 4e de couverture avant non pas de vous donner mon point de vue parce que je n'ai pas terminé, je crois que j'en ai lu j'en ai lu 70 pages. Donc je vais vous donner quand même, par rapport à cette 4e de couverture et par rapport à ce que j'ai déjà lu, une première impression. Alors je vous lis cette 4e de couverture. Je passe le paragraphe initial. Donc au 2e paragraphe, durant toute une année, Joyce Sorman s'est rendue au pavillon 4B d'un hôpital psychiatrique et y a recueilli les paroles de ceux que l'on dit fous et de leurs soignants. Franck, Maria, Catherine, Youssef, Barnabé et Robert sont les inoubliables personnages d'À la folie, roman de leur vie enfermée. Alors c'est très intéressant, la démarche est intéressante. Ce n'est pas du tout une démarche ni qui se présente comme analytique, scientifique, ni sous la forme d'un reportage qui ferait un état des lieux, ce genre de choses, non, pas du tout. De mon point de vue, on est plus dans une approche documentaire, c'est-à-dire que à travers un fait, à travers ces rencontres de malades mentaux et de soignants, donc l'écrivain reprend tout ça et écrit avec avec un regard en fait. Il n'y a pas du tout de souci d'objectivité, quoique l'objectivité, bon, on peut s'interroger qu'est-ce qui est objectif, mais en tout cas là la démarche est clairement énoncée. Il s'agit d'approcher par un regard documentariste, c'est-à-dire où l'on va faire une lecture personnelle d'un fait. Donc ici, non pas de la folie en général, mais des malades mentaux qui sont enfermés donc, dans ce pavillon 4B. Alors, Joyce Sorman, ce n'est pas le premier roman que je lis d'elle. J'en ai lu un autre il y a assez longtemps maintenant, puisqu'il est sorti, alors je regarde
Voilà, il est sorti en 2016, donc ça, oui, ça fait 7 ans. Et il s'intitule, alors peut-être que vous le connaissez, hein, La peau de l'ours. Et j'avais pris connaissance, je ne connaissais pas hein, Joyce Ormond, et j'avais entendu parler de ce roman donc en 2016 parce qu'il était retenu pour être parmi les, enfin il était dans les finalistes donc du prix Goncourt, si je ne m'abuse, si mon souvenir est bon. Donc voilà. Alors là aussi, bon, eh bien, je vous ferai un petit retour sur ce petit livre de Joyce Ormond. Et je mettrai, alors je l'avais déjà dit, je mettrai dans l'onglet communauté de la chaîne des documents, si j'en trouve, hein, au moins un document, par exemple, où l'autrice parle de son livre. Voilà. Alors, autre question à laquelle je vais essayer de répondre, d'abord pour produire et réaliser plus rapidement des vlogs, c'est que pour être plus régulier, parce que étant donné que je lis pour plusieurs catégories, eh bien je vais essayer de faire des vidéos plus courtes pour les vlogs, d'une demi-heure quoi, où je m'attarderai sur allez, deux livres et où je ferai le point sur les nouvelles du jour. Voilà. Bon ben, je ne sais pas si je dois encore... Non, je vais rien ajouter et je vous dis à bientôt.